Comment décrire l'Espagne en quelques phrases ? C'est une entreprise ambitieuse, à coup sûr, et périlleuse, sans doute, car il se dresse en son chemin une infinité de clichés ensoleillés, d'images probablement trop fréquentes pour être franchement fausses, mais trop faciles aussi pour être tout à fait vraies. Alors, au-delà du flamenco et des tapas, que dire ? Eh bien, notons peut-être que ce vernis festif dissimule un appétit créatif, un goût pour l'invention, une recherche de nouvelles formes. C'est l'Espagne de Pablo Picasso, de Luis Buñuel, de Pep Guardiola, dont les yeux aiguisés taillent l'espace et offrent au monde une vision différente. Mais malheureusement, échapper aux clichés est un combat constant, et les perspectives trouvées hier peuvent vite jaunir. Si l'Espagne veut se sauver, elle doit sans doute se réinventer. En est-elle capable cet été ? Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce 20e épisode de retour. On approche petit à petit de la fin, il nous reste 5 nations, dont l'Espagne. C'est la sélection la plus sacrée, 3 titres, seule l'Allemagne a fait autant. Leur premier, c'est l'Euro 64, qu'ils remportent contre l'URSS en finale 2-1. Et puis ensuite, de 2008 à 2012, ils sont peut-être la plus grande sélection de tous les temps, avec des deux côtés de la Coupe du Monde 2010, un Euro en 2008, courte victoire contre l'Allemagne, avec ce but bien sûr de Fernando Torres, et de l'autre côté, en 2012, un triomphe total contre l'Italie, 4-0, le sacre dynastique d'une Espagne qui règne sans partage sur le football mondial. Donc ça c'était à l'époque. Le dernier Euro, en 2021, il se qualifie dernière journée un peu ric-rac, mais en explosant la Slovaquie 5-0. Et après, il y a un match légendaire mémorable en 8e contre la Croatie 5-3 après prolongation. Les Croates qui étaient revenus, mais qui plient ensuite en 120 minutes au Parken, match légendaire. L'Espagne sort la Suisse en quart de finale au tir au but, puis tombe contre l'Italie, futur vainqueur, en demi, en ayant plutôt dominé ce match pour être honnête. Par contre, Coupe du Monde 2022, ils avaient interpellé tout le monde. Première journée contre le Costa Rica de Keylor Navas, mais après la qualif, c'est la douche froide contre le Maroc en 8e, le dernier match donc de l'ère Luis Enrique sur le banc de la Roja. Luis de la Fuente donc est arrivé pour prendre la relève, et derrière l'Espagne s'est qualifiée assez tranquille pour l'Euro 2024, il y a quand même une défaite, c'était à la deuxième journée contre l'Écosse de Scott McTominay à Hampden Park, mais derrière que des victoires, dont 2 contre la Norvège quand même d'Odegaard et Haaland, et un succès écrasant à Tbilissi 7-1 en Géorgie, avec notamment un but de Lamine Yamal, on en reparle très vite. Voilà, l'Espagne n'a pas fait beaucoup de détails, et a aussi gagné la Ligue des Nations 2023, avec 2 victoires contre, Italie en demi et Croatie au tir au but en finale. Des nations intéressantes, ça aussi on en reparle dans quelques minutes. Alors on va jeter un petit coup d'œil à l'effectif espagnol. Luis de la Fuente a donné une pré-liste de 29, donc il doit sortir 3 noms d'ici le 7 juin. Bien sûr en ce moment c'est le camp de préparation, d'ailleurs ils sont en train de s'entraîner au moment pile où je m'enregistre. On est sur le live de la sélection espagnole là. De la Fuente doit sortir 3 noms de cette liste, qu'honnêtement je trouve plutôt pas mal fournie. Moins forte évidemment qu'au cœur des années 2010, et des Espagnols qui sont un petit peu déçus du niveau de talent dans la sélection. Franchement, je trouve que tu peux faire un 11 pas mal, et il y a quelques options intéressantes. Il n'y a pas de Gavi par contre, malheureusement. Gavi c'était le 3e joueur le plus utilisé de la phase de qualif. Le seul avec Dani Carvajal à avoir joué tous les matchs. Rupture du ligament croisé malheureusement depuis quelques temps. À 19 ans, il a déjà 27 sélections avec l'Espagne. Mais donc lui ne sera pas de la partie. C'est pas le seul. Il y a aussi Alejandro Balde, bien sûr. L'hécatombe a frappé côté Barça. Balde, c'était pas un titulaire en puissance, mais il avait quand même une dizaine de caps, et sur cette nouvelle génération espagnole, c'était intéressant. Il était quand même derrière le 3e blessé, Gaïa, qui était le titulaire à gauche, et il va falloir trouver autre chose pour l'Espagne. Mais honnêtement, c'est pas le poste sur lequel je suis le plus inquiet, et je suis certainement pas inquiet pour l'Espagne sur le poste de gardien, où je trouve qu'il y a vraiment 3 très bonnes options. Unai Simón, qui sera le titulaire, David Raya et Alex Remiro. Unai Simón, le 2e gardien de Liga cette saison, si on regarde les post-shot expected goals, le nombre de buts qu'il a rapporté par rapport à un gardien moyen, à quel point il était décisif sur sa ligne, 9 cette saison pour l'Athletic. Il n'y a que Mamardashvili de la Géorgie, dont on a parlé dans le premier épisode, qui fait mieux. Unai Simón, excellent sur sa ligne, très bon sur penalty aussi en séance de tir au but. Je trouve c'est vraiment une bonne option. Alors ensuite, il y a 5 centraux dans la liste de la Fuente. Pour l'instant, on a Aymeric Laporte, Robin Lenormand, Nacho, Pau Cubarsí qui a été appelé, et Dani Vivian de l'Athletic. Vivian, très bon joueur, avec une vraie saison de révélation cette saison du côté de Bilbao. Je pense que ce sera lui qui sautera, parce que De La Fuente a parlé d'un joueur par ligne qui serait enlevé pour passer de 29 à 26, 4 centraux pour 2 postes de titulaire, et je crois que Vivian sera celui qui sera retiré. Laporte,
Cubarsí, le Normand, Nacho, on voit que c'est quand même pas la zone de force primaire de l'Espagne. Je vais pas dire qu'il y a un creux générationnel de défenseurs, mais Aymeric Laporte, c'est l'option numéro 1. Un gars qui joue désormais en Arabie Saoudite, ça c'est le meilleur défenseur central aux yeux de De La Fuente. Associé à Robin le Normand, je pense, parce que c'est les deux qui ont été le plus utilisés. D'ailleurs, 5e et 6e joueurs les plus utilisés de la phase de qualif. Et dans le dernier match amical là, que l'Espagne a joué contre le Brésil, 3-3 à Wembley, match assez spécial, c'était effectivement la charnière. Donc le Normand, Laporte, c'est sans doute ça. Pour moi, je pense que c'est pas top 5 charnière centrale de la compétition. Bon, Nacho a très bien fini. C'est lui qui soulève la Champions League il y a quelques jours, capitaine du Real Madrid. Avant d'être rappelé en 2023, mars et juin 2023 par De La Fuente, notamment pour la Ligue des Nations, il n'avait pas été sélectionné depuis 2018. Ça remonte, Nacho. Nacho en Espagne, il y a une vraie histoire à faire. Et bien sûr, encore plus pour Pau Cubarsí, qui n'est pas une surprise, c'est pas une grosse surprise qu'il soit là. Il est une des révélations de la saison. En plus, je trouve qu'il a montré sur une belle estrade, la Ligue des Champions, notamment contre le Napoli, ce grand match qu'il avait révélé aux yeux du grand public. Voilà, Laporte, Cubarsí, le Normand, Nacho, c'est pas mal. C'est pas là où l'Espagne brille le plus fort, je trouve. C'est sans doute une ligne plus haut. Mais beaucoup ont d'abord cette ligne de 4, où on a, je pense, en titulaire latéral gauche, Alex Grimaldo, qui sort quand même d'une sacrée saison avec Leverkusen. C'est 12 buts, 19 passes D, toutes compétitions confondues pour Grimaldo. À 28 ans, il est en train de faire en vrai ses premiers pas avec la Roja. Il a été appelé, ses premières sélections datent de cette saison. Et il a joué 2 fois sur 4 matchs possibles, 2 titularisations, 90 minutes à chaque fois. En l'absence de Gaïa, je pense que c'est lui le titulaire et son backup c'est Cucurella qui était titulaire contre le Brésil, mais je dirais Grimaldo titulaire. Et par contre à droite, il n'y a aucun doute, ce sera bien sûr l'immense Dani Carvajal, le latéral droit de ma draft, buteur en finale de Ligue des Champions, a soulevé la Nations League il y a un an avec l'Espagne, et son remplaçant, ce sera pas Pedro Porro de Tottenham, ce sera Jesus Navas qui à 38 ans va jouer un nouveau grand tournoi. La demi-surprise de la liste de La Fuente, parce que ça en parlait quand même un petit peu dans les médias avant, on anticipait un poil le truc. Son profil est très intéressant, mais il avait toujours aucune cape avec les A. Fermín López a été appelé. Je pense pas qu'il sera dans un rôle de titulaire, mais par contre je pense qu'il va rester parmi les 26. Et voilà, en tant que 8 de projection de dernier tiers, pour moi c'est plutôt une bonne prise. Et il y a aussi un autre Catalan, Pedri, qui fait son grand retour. Ça peut sembler dingue pour un gars qui a déjà 18 sélections avec les A, mais il n'a pas joué la moindre minute avec l'Espagne depuis la Coupe du Monde. De La Fuente l'a jamais eu sous ses ordres pour l'instant. Il y a quelques joueurs qui ont un petit doute, notamment Dani Olmo, qui avait commencé la saison très fort, 2 buts de première journée de Bundesliga, bien sûr le triplé en Supercoupe contre le Bayern. Après il se blesse, genou, clavicule, revient en 2024, mais revient très fort. Par contre, a raté les 2 derniers matchs, et en vrai a pas joué depuis quasiment un mois à l'heure où je m'enregistre, à cause de problèmes musculaires. Donc, est-ce qu'il sera conservé? Et après le reste du trio, bon, c'est relativement clair. D'abord, c'est sûr que ce sera Rodri, le meilleur joueur de cette équipe, un des meilleurs joueurs du monde, un des tout meilleurs joueurs de cet Euro. Ok, il y aura Rodri, c'est sûr. Le troisième milieu de terrain, ça pourrait être Fabian Ruiz, qui est quand même bien apprécié par De La Fuente. Pas le joueur le plus adoré en France, mais en vrai, a pas si mal fini la saison avec le Paris Saint-Germain. Et aussi, est capable d'évoluer dans un double pivot pour faire, comme je vous disais, plutôt le milieu en 2-1. Je trouve que ça offre cette flexibilité. L'Espagne peut être en 1-2 comme ça, dans le 4-3-3 un peu classique espagnol, mais aussi dans une forme de 4-2-3-1 avec Dani Olmo plus axial et une base à 2 pour construire depuis l'arrière, un petit peu aussi comme Rodri fait à City dans du 3-4-2-1 ou quoi. Donc ouais, Fabian Ruiz, je pense, assez utile là-dessus, mais le milieu de terrain espagnol est extrêmement fourni. Il y a Zubimendi, mais si Rodri n'a pas de soucis physiques, bon, il est vraiment le Robin du Batman, quoi, il y a moyen qu'il joue pas la moindre minute. Mikel Merino pourrait challenger pour une place de titulaire, franchement, peut-être à la place d'un Fabian Ruiz par exemple. Il y a Alex Baena, plus dans le rôle du 8-10 pour le coup, qui a vécu la saison, entre explosion et révélation à Villarreal, parce que l'année dernière c'était pas mal aussi, mais cette saison, Alex Baena a 22 ans, 14 passes décisives, il a fini meilleur passeur du championnat, meilleur passeur de Liga. Donc Alex Baena, c'est une bonne option et je pense qu'il va rester parmi les 26. Marco Llorente aussi, si physiquement il n'y a pas de problème. Il y a moins qu'Alex Garcia, pourtant de Girona qui fait top saison, pas grand chose à redire, mais il y a moins qu'Alex Garcia soit celui qui saute. En tout cas, franchement, il y a des options au milieu de terrain parce que Rodri, Fabian, Dani Olmo, je trouve que ça fait déjà un trident vachement intéressant. Mais en plus, si Pedri revient par exemple et qu'il est en top forme et qu'il est prêt à jouer et que tu peux faire genre du Rodri, Pedri, Dani Olmo, c'est pas mal. Fermín López, moi je trouve que tactiquement c'est une superbe option. Marco Llorente et son volume, Mikel Merino aussi pareil, Alex Baena et sa créativité. L'Espagne est bien dotée, bon, comme toujours au milieu de terrain. C'est pas le grand milieu des années 2010, mais franchement, moi j'aime bien cette zone. Et enfin, le secteur offensif. C'est peut-être là que l'Espagne s'est le plus améliorée sur les dernières années, sur les toutes dernières années. On avait une Espagne extrêmement à gros volume de possession, grosse Espagne de contrôle, bien sûr, le classique. Mais devant, je trouvais que ça manquait de
percussion, de créativité et de capacité vraiment à faire la différence, notamment face à des blocs bas ou même d'exploser en transition, maintenant, il y a Lamine Yamal à droite, Nico Williams à gauche. Ça, c'est ce qui me fait dire que l'Espagne peut avoir un très beau visage cet été. Lamine Yamal, bien sûr, on sait, il a battu tous les records de précocité cette saison. Plus jeune joueur de Liga, c'était même la saison d'avant. Plus jeune buteur de Liga, plus jeune titulaire en Ligue des Champions. Et puis bien sûr, quand il a remplacé Dani Olmo contre la Géorgie à Tbilissi, la victoire 7-1 dont on parlait, il est devenu à la fois le plus jeune joueur et le plus jeune buteur de l'histoire de l'Espagne. Et donc, il va aussi devenir, personne n'en parle pour l'instant, mais il va devenir dans quelques jours le plus jeune joueur de l'histoire de l'Euro. Dans une dizaine de jours, Yamal est le plus jeune joueur qui ait foulé la pelouse d'un championnat d'Europe des nations. Pour moi, une énorme partie de l'histoire de l'Espagne et de cet Euro est là, concentrée en la personne de Lamine Yamal. Imaginons l'Espagne fait un grand tournoi, va même jusqu'à le gagner avec un gros tournoi de Yamal, et on est tout de suite sur une compète historique qui sera marquée à jamais, rattachée à jamais au début de carrière d'un des prodiges du foot mondial. C'est un peu l'histoire Mbappé 2018, Pelé 58, si on veut remonter encore plus loin. On n'en est pas là du tout, l'Espagne ne fait pas partie des 3 favorites, juste le cran en dessous. Mais Yamal à l'Euro, c'est un gros truc. Et sur l'aile gauche, on aura Nico Williams. Franchement, ça fait une très belle paire d'ailiers. Nico Williams, du côté de l'Athletic, fait une immense saison, 8 buts, 17 passes D, toutes compétitions confondues. Et avec lui, l'Espagne a du dynamisme, de la créativité, de la percussion sur les deux ailes. Donc. Et d'ailleurs, on sent qu'entre Yamal et Williams, il y a un petit truc, il y a une affinité, ils ont l'air potes, ils sont les nouveaux visages offensifs de cette Espagne. Et pour moi, ils sont ce qui manquait sur les dernières années. Désormais, l'Espagne peut aussi être une équipe de différence, d'accélération, de vitesse et juste de créativité sur les flancs, alors qu'avant on avait souvent des joueurs axiaux déportés. Je pense à l'Espagne de Dani Olmo, de Marco Asensio qui n'a pas été appelé, de Sarabia qui n'a pas été appelé, Yamal, Nico Williams. Là, c'est des ailiers de 4-3-3, et là, il y a beaucoup de potentiel. Il y a aussi Mikel Oyarzabal derrière, qui n'a pas fait la meilleure saison avec la Real Sociedad, pas la meilleure saison de sa carrière. Il peut jouer faux neuf aussi, donc il a cette utilité-là, mais 2 buts en 2024, il arrive pas très frais, c'est pour ça aussi que Williams et Yamal, pour moi, sont les titulaires clairs, nets, incontestables. Il y a eu la belle surprise Ayoze Pérez aussi, qui a été pris. À 30 ans, c'est la belle histoire, ça va être ses toute première cape avec les A, mais c'est tout à fait mérité. Franchement, il a bien fini la saison avec le Betis, c'est un gros 2024, 11 buts en Liga plus Europa League confondu. Donc ouais, Ayoze c'est intéressant, je sais pas s'il aura beaucoup de minutes aussi. Je doute qu'il saute parmi les 29, j'avoue si tu le prends là, ça semblerait presque un peu cruel de s'en débarrasser dans 3 jours. Il y a aussi Ferran Torres dans la liste de De La Fuente. Il y a sans doute un choix à faire là pour De La Fuente. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'on aura Morata titulaire. Parce qu'à 31 ans, avec ses 71 sélections et ses 34 buts, Morata, mine de rien, c'est le 5e meilleur buteur de l'histoire de l'Espagne. Et sur ce tournoi, plus les matchs de préparation qui arrivent, il peut facilement grimper sur le podium. Torres est 3e avec 38. Raoul est un peu plus loin quand même à une dizaine de buts et David Villa semble impossible à aller chercher. Mais ouais, donc Morata le capitaine. Dans une équipe où il y a pourtant Dani Carvajal titulaire, Morata est le capitaine de La Fuente. Le truc avec Morata, c'est qu'il arrive pas en grande forme. Il avait fait un super début de saison, il était sur des chiffres all-time pour lui, il allait faire la saison la plus prolifique de sa carrière. Depuis février, donc février, mars, avril, mai, 2 petits buts, toutes compétitions confondues pour Morata, et c'est toutes compétitions confondues avec Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi, des matchs internationaux, etc. Il a que 2 petits buts. Donc il arrive un petit peu en doute, ce qui est, je veux dire, l'inverse de son remplaçant Joselu. Bon, Joselu, je pense, il arrive à peine à croire ce qui est en train de se passer pour lui. Il a soulevé la Ligue des Champions l'autre jour avec le club qui supportait, dont il cherchait un stream il y a quelques années, en ayant, je trouve, une des plus belles lignes de l'histoire Transfermarkt, 9 minutes au match retour contre le Bayern, 9 minutes pour inverser la tendance et planter un doublé qui a propulsé le Real en finale de Ligue des Champions. Incroyable, incroyable histoire pour Joselu, qui est le vrai Joker, c'est Joker Selou, et peut-être qu'il pourrait avoir ce rôle pour l'Espagne. Mais en attendant, ça c'est le 4-3-3 sur lequel j'ai finalement relativement peu de doutes. Il y a peut-être un nom ou deux qui pourraient bouger, qui pourraient basculer sur le banc, mais ouais, je pense effectivement qu'on aura ce 4-3-3 là. Et sur ceux qui sauteront, on sort dans quelques jours, peut-être vous le savez déjà, alors vous regardez cette vidéo, je dirais, allez, Vivian, Alex Garcia, et peut-être un qui se blesse, tout simplement. Et sinon, j'imagine que c'est un de Ferran ou Ayoze Pérez, ou peut-être un autre milieu de terrain, mais après De La Fuente a quand même dit un par ligne. Bref, ça, on verra dans quelques jours. Mais voilà en gros à quoi ressemble l'Espagne. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Est-ce qu'elle peut même aller au bout, remporter cet Euro ? Déjà, elle va devoir s'extirper d'un groupe qui est bien relevé. Commencer par la Croatie, là, et on est sur le 2e jour de l'Euro. Ça va être le 3e match de l'Euro. Espagne-Croatie, samedi à 18h. Tellement hâte. Ensuite, Espagne-Italie et Albanie-Espagne pour boucler. Croatie et Italie, 2 équipes que l'Espagne a battues il y a 1 an
pour remporter la Ligue des Nations. Alors franchement, même si je sais que pas mal d'Espagnols auxquels j'ai parlé sont pas les plus enthousiastes sur ce réservoir-ci de joueurs, moi je trouve qu'il y a une équipe qui est quand même assez intéressante. Bien sûr, c'est toujours l'Espagne avec son énorme volume de possession, 73,1% de très très loin, numéro 1 des qualifs zone euro. Et régulièrement, c'est trop. On le voit en grand tournoi, c'est régulièrement de la possession qui est même pas de la possession défensive, c'est la possession stérile de tu réussis pas à trouver l'espace dans le dernier tiers. Mais c'est quand même une équipe avec un style très clair, très fort. Et honnêtement, l'Espagne, moi, c'est jamais une équipe contre laquelle j'ai envie de jouer. Encore moins maintenant, qu'en plus d'avoir tous ces éléments de contrôle et cette capacité à contrôler, verrouiller, neutraliser un match, elle a aussi des joueurs de différence sur les côtés. Je pense vraiment que cette Espagne classique qui est désormais augmentée de Lamine Yamal, Nico Williams on l'a déjà vu à la dernière Coupe du Monde, il était déjà là, il a joué quelques minutes, mais c'était pas le Nico Williams d'aujourd'hui qui est encore plus fort, encore plus mature et qui part définitivement dans un rôle de titulaire. Limite, l'inquiétude ça peut être un petit peu le secteur défensif, cette charnière que je trouve pas top niveau, mais avec l'excellente saison de Grimaldo, Carvajal qui arrive aussi très fort, Rodri comme on a dit un des meilleurs joueurs du monde, je trouve l'Espagne a de la qualité vraiment à toutes les lignes et il va falloir s'en méfier. On a dit plus fort volume de possession de la phase de qualif. C'est aussi la troisième attaque, seulement derrière Portugal qui a fait un carton, mais avec 2 matchs en plus aussi. Et France, franchement, ouais, attention à cette Espagne. Le truc aussi, comme j'ai dit, le facteur X Pedri. Peut-être c'est un non-facteur parce qu'il est même pas suffisamment prêt pour vraiment avoir du temps de jeu significatif, mais attention à un monde où en fait il est revenu, il est en forme, il est prêt à en découdre, il est refait de retrouver la sélection qu'il n'a pas revue depuis le mondial, et en fait il arrive, et deuxième match en fait il est titulaire, et c'est Rodri, Dani Olmo, Pedri le trident, avec Nico Williams et Yamal sur les ailes, Grimaldo, Carvajal les latéraux, et tu te dis, waouh, en fait, c'est sacrément dangereux. En plus, pour finir avec l'Espagne, leur groupe est relevé, c'est vrai, mais le parcours derrière, je trouve que c'est pas le pire. S'ils remportent leur groupe B, ils jouent contre un 3e de groupe, et après, s'ils passent le 8e, en quart de finale à Stuttgart, ce serait le vainqueur du A ou le 2e du C. Vainqueur du A, donc a priori Allemagne. Okay, l'Allemagne en quart de finale à la maison, c'est pas le meilleur truc à prendre, mais c'est pas non plus France ou Angleterre, on va dire. Et le 2e du C, Serbie, Danemark, Slovénie, t'as ça en quart de finale d'Euro, je pense t'es très content. Dans un cas même où l'Espagne finit 2e de ce groupe B, ici, elle prend pas un premier, elle prend un autre 2e. Elle prend le 2e du A. Et le 2e du A, donc, ce serait, il y a des chances que ce soit genre Hongrie, Suisse, peut-être Écosse, mais je pense Hongrie ou Suisse dans ce groupe de l'Allemagne. Donc honnêtement, moi je vois une Espagne qui a un parcours au moins vers le quart de finale, qui est, c'est pas tranquille parce que le groupe il est quand même costaud, mais plutôt une bonne avenue en direction du quart. Et après, on sait que tout peut se passer. Moi, j'ai vu par exemple une Espagne qui contre l'Italie en demi-finale, même si l'Italie passe, et j'étais content parce que l'Italie c'était mon vainqueur de l'Euro, etc., celui que j'avais pronostiqué. Mais franchement, l'Espagne en vrai était meilleure sur cette demi-finale. Et pour moi, aurait mérité de passer. Je me souviens, c'est ce qu'on avait dit dans l'analyse à l'époque. Bon, bien sûr, la Coupe du Monde 2022, grosse déception. L'équipe a pas mal changé quand même depuis, et elle est meilleure, je trouve. Donc, avant de me prononcer beaucoup plus définitivement avec ma vidéo prono pour l'Euro qui arrivera la semaine prochaine, avant de faire tout ça, j'attends de couvrir les autres sélections. Il nous reste 4 épisodes. Portugal, Allemagne, France et Angleterre. J'attends de voir le Big Four, mais pour l'instant, ouais, je trouve que cette Espagne qui a un style clair, qui est régénéré dans les zones où il faut, et qui arrive un petit peu avec le costume d'outsider quand même, ouais, je dirais quand même qu'il faut garder un œil assez vigilant sur elle. Plus que ce qu'on dit peut-être. Attention, donc, à l'Espagne. Et ça conclut cet épisode, j'espère qu'il vous a plu les amis. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, toujours un kiff de recevoir votre force. Il nous reste donc 4 nations à évoquer, ça arrive très vite. Prenez soin de vous les amis, passez une excellente semaine, bonne soirée, et on se dit à bientôt. Bisous.